Lorsque, le 2 mai 1945, le général Helmut Weidling annonça la capitulation de la garnison de Berlin, la plupart des commandants soviétiques partaient du principe que Hitler était mort. Et pourtant, malgré des recherches intensives, son corps ne fut pas identifié de manière concluante avant le mois de juin. Dans un déroulement alternatif des événements, c'est précisément cette lacune qui permet le point de bascule le plus réaliste. La découverte de Hitler vivant dans l'un des tunnels de secours sous la chancellerie du Reich. En réalité, ces lieux furent fouillés en profondeur. Des rapports soviétiques de mai décrivent un réseau de couloirs où l'on retrouvait des gardes, des secrétaires, ainsi que le corps de Joseph Goebbels et de sa famille. C'est dans cet environnement précis, enfumé, humide, saturé de résidus d'essence et de documents abandonnés que Hitler aurait pu être capturé, grièvement blessé, mais vivant. Dès le 3 mai 1945, le maréchal Zhukov adressait à Staline des rapports faisant état du « suicide probable du dirigeant de l'Allemagne », mais Staline n'y crut pas pendant de longs mois. Les historiens ont aujourd'hui accès aux transcriptions de ces conversations dans lesquelles il déclarait « Il s'est enfui, il n'a pas eu le courage de mourir comme un soldat ». Dans notre scénario alternatif, ces paroles deviennent prophétiques. Hitler est placé en détention soviétique à Pankow, dans une villa utilisée par le NKVD comme lieu d'interrogatoire des hauts responsables nazis. Il est interrogé d'abord par des officiers du contre-espionnage militaire, puis par Lavrenti Beria, et enfin sur ordre direct de Staline, par une commission spéciale qui avait auparavant enquêté sur les crimes de Katyn. Le premier choc pour le monde surviendrait le 9 mai, jour de la victoire, lorsque Staline annoncerait, lors d'une allocution radiophonique, « Hitler est entre nos mains. Il sera jugé pour ses crimes ». L'effet politique serait colossal. Roosevelt était mort depuis un mois, Truman ne faisait que commencer à asseoir son autorité, et Churchill tentait désespérément de préserver l'influence britannique en Europe. Détenir Hitler offrirait à Staline le plus grand atout d'image du monde d'après-guerre. Les alliés occidentaux devraient négocier chaque aspect du futur procès, tandis que l'Union soviétique en dicterait les conditions. Dans l'histoire réelle, 3 voies possibles étaient envisagées pour traiter les dirigeants nazis. La liste des bourreaux britanniques et des exécutions immédiates, le plan Morgenthau américain prévoyant la démilitarisation totale de l'Allemagne et des procès militaires, ainsi que la vision soviétique d'un grand tribunal public conçu comme un spectacle de propagande. Si Hitler avait vécu, chacune de ces conceptions aurait été mise à l'épreuve. Churchill écrivait dans des notes privées que Hitler devait être abattu comme un chien, sans farce judiciaire. Sous la pression des États-Unis et de l'URSS, il aurait toutefois dû céder. Il n'est guère surprenant que Churchill ait adopté une position aussi dure à l'égard de Hitler. La Grande-Bretagne avait livré des combats acharnés contre le Trois Reich, tout en subissant des bombardements incessants, de jour comme de nuit. À un moment donné, même les fusées V2, alors à la pointe de la technologie, furent dirigées contre elle. Le procès de Nuremberg aurait été différent de celui que nous connaissons. Hitler aurait comparu au banc des accusés aux côtés de Göring, Ribbentrop, Keitel et Kaltenbrunner. Cela aurait modifié la dynamique de toute la procédure, car la plupart d'entre eux espéraient et le disaient, lors des interrogatoires, pouvoir rejeter la responsabilité sur le chef déséquilibré. Hitler, en revanche, connu pour son obsession de la lutte propagandiste, aurait utilisé le procès comme sa dernière scène. Dans le monde réel, Göring exploitait chaque instant pour transformer la salle d'audience en théâtre politique. Hitler était un maître du théâtre et il en aurait fait l'arène de sa plaidoirie. Dans les archives de la Gestapo ont été conservés ses monologues privés de mars et avril 1945, dans lesquels il répétait que les Allemands méritaient la défaite, s'il n'avait pas été à la hauteur de son idée. Au procès, il aurait pu inverser ce discours en affirmant qu'il avait été trahi par les généraux, qu'il ignorait l'ampleur de l'Holocauste, ce qui aurait été un mensonge, mais auquel il se serait accroché, et que les Alliés eux-mêmes avaient commis des crimes contre la population civile, par exemple à Dresde. Les procureurs américains auraient, paradoxalement, été confrontés à une tâche plus difficile, car Hitler aurait pu tenter de remettre en cause le droit international en déclarant « Il n'existait aucun précédent pour juger un chef d'État pour avoir mené une guerre. Les conséquences auraient été doubles. Premièrement, le procès aurait duré plus longtemps au lieu d'1 an, probablement 3. Deuxièmement, beaucoup plus de documents relatifs à la prise de décision concernant l'extermination auraient été rendus publics. Dans l'histoire réelle, Himmler avait détruit une partie des archives et de nombreux témoins clés n'étaient plus en vie.
Un procès avec Hitler dans le rôle principal aurait imposé une documentation complète reliant ses signatures, ses ordres et ses réunions, par exemple la conférence du 12 décembre 1941, au cours de laquelle il annonça de facto l'anéantissement physique de la judéité. Le changement historique le plus important se serait toutefois produit après la conclusion du procès. Hitler aurait été condamné à mort, mais la sentence n'aurait pas été exécutée immédiatement. Staline aurait pu en retarder l'exécution en faisant de Hitler un instrument politique pendant la mise en place du rideau de fer. Imaginons la conférence de Potsdam. Truman négocie les frontières, Churchill se bat pour l'avenir de l'Europe, et Staline, avec un sourire de supériorité, rappelle qu'il détient le plus grand criminel de notre époque. Dans un monde où la propagande décidait de la moitié de la politique, Hitler serait devenu une sorte de trophée vivant de la victoire de l'armée rouge. Cette situation aurait eu des conséquences très concrètes pour l'Allemagne. L'Occident aurait exploité son existence pour étouffer les premiers mythes de l'ignorance. Dans la zone soviétique, en revanche, la propagande aurait renforcé la thèse de la culpabilité collective, utilisant Hitler comme argument en faveur de la soviétisation forcée de la RDA. De plus, sa présence dans le monde aurait freiné certains courants de révision nationaliste de l'histoire, mais elle aurait aussi pu faire naître, dans certains milieux, les germes d'un culte, en particulier après son exécution. Les historiens disent souvent que la mort de Hitler dans le bunker fut le dernier service qu'il rendit aux Allemands. Il laissa derrière lui un vide qu'il fut facile de combler par une évaluation morale claire et sans ambiguïté. S'il avait vécu, cette évaluation se serait inévitablement trouvée mêlée à la politique de la guerre froide, à la manipulation soviétique et aux craintes occidentales pour la stabilité de l'Europe. Paradoxalement, son procès aurait ainsi pu retarder le véritable règlement de compte de l'Allemagne, avec son passé de la même manière que le procès Eichmann, seulement en 1961, ouvrit une nouvelle ère de la mémoire de l'Holocauste. Revenons au début, mai 1945. Staline aurait réagi à la capture d'Adolf Hitler d'une manière bien plus complexe qu'on ne pourrait le supposer. S'il aurait officiellement proclamé le triomphe de l'Union soviétique, derrière les portes closes du Kremlin aurait éclaté une fièvre politique, comme on n'en avait pas vu depuis l'époque de la Grande Terreur. D'après les sténogrammes conservés des réunions du Comité d'État à la défense d'avril 1945, on sait que Staline revenait de façon obsessionnelle à deux questions. Qui avait réellement trahi le Reich de l'intérieur et de quelle manière Hitler pouvait être utilisé comme preuve de la culpabilité de l'Occident. Dans un premier temps, Staline se serait concentré sur l'établissement de l'existence, dans l'entourage de Hitler, d'une faction prête à mener des négociations secrètes avec les alliés occidentaux. Il est établi que Staline disposait déjà à cette époque de fuites provenant de ses agents en Suisse, notamment par l'intermédiaire du réseau RADO, selon lesquels des officiers supérieurs de la Wehrmacht étaient entrés en contact avec l'OSS d'Allen Dulles. La capture de Hitler lui aurait permis de revenir à cette obsession. Il aurait même pu envoyer Vassili Zaroubine, l'officier du NKVD le plus digne de confiance en Europe, afin de vérifier si Hitler confirmerait les rumeurs concernant le plan dit de l'opération Sunrise, une entreprise partiellement réelle dans laquelle le général Karl Wolff négocia effectivement avec les Américains la capitulation de la Wehrmacht en Italie. Du point de vue de Staline, Hitler capturé aurait constitué une mine vivante de données sur la trahison de l'Occident. Parallèlement, Staline aurait tenté d'utiliser Hitler comme un instrument de consolidation interne du pouvoir en URSS. Son attitude à l'égard des maréchaux de haut rang au printemps 1945 était empreinte de paranoïa. Il ne faisait confiance ni à Zhukov ni à Rokossovski, bien que tous deux lui aient apporté ses plus grandes victoires. Si Hitler avait été capturé vivant, Staline aurait immédiatement ordonné de tenir un journal détaillé, indiquant qu'il lui avait transmis cette information en premier, qui avait participé à l'opération et même qui avait permis à Hitler de survivre. Ce n'est pas une spéculation. Staline ordonna littéralement de surveiller des choses similaires après la capture de Mussolini et après la capitulation de la Wehrmacht. Dans une histoire alternative, Zhukov, au lieu d'être immédiatement proclamé héros, aurait pu être entraîné dans une nouvelle phase de lutte factionnelle. Staline aurait soupçonné les généraux de vouloir utiliser Hitler pour construire leur propre mythe politique. Dans les années 1940, Staline recourait volontiers à ce qu'on appelait des « expériences psychiatriques », menées notamment par le professeur Mikhaïl Gergiev.
Hitler aurait pu être soumis précisément à une telle analyse, une expertise de la psychiatrie soviétique, afin de déterminer si son idéologie résultait d'une maladie ou d'une planification systématique. Les informations selon lesquelles Beria fit réaliser des expertises similaires sur des généraux allemands, dont le maréchal Paulus après Stalingrad, sont avérées. Staline aurait sans aucun doute souhaité disposer d'une confirmation médicale, affirmant que le fascisme était une maladie de classe de l'Occident, une munition de propagande idéale. Il aurait ensuite tenté de réécrire l'ensemble du récit de la guerre. D'après des documents du Comintern datant déjà de 1943, on sait que Staline cherchait à démontrer que le fascisme était un produit naturel du capitalisme. La capture de Hitler lui aurait permis d'organiser à Moscou une conférence de propagande spéciale, au cours de laquelle des idéologues soviétiques, comme Jdanov, auraient proclamé que le Führer était un instrument direct entre les mains des cercles réactionnaires anglo-américains. Dans un scénario alternatif, ils auraient même pu tenter de contraindre Hitler à avouer de prétendus contacts avec des banquiers américains ou des industriels britanniques, ce que Staline insinuait souvent en privé. Un conflit interne intense aurait également éclaté au sein des services soviétiques. Le NKVD et le GRU se livraient une rivalité brutale pour le contrôle des interrogatoires des prisonniers allemands. Hitler capturé aurait été le prisonnier le plus précieux de l'histoire de l'URSS, de sorte que la lutte entre Beria et le général Fitin du GRU aurait atteint son paroxysme. Il est possible que Staline les ait dressés les uns contre les autres afin de maintenir l'équilibre. Il aurait même pu confier délibérément différents fragments des interrogatoires à différentes agences, en espérant que la concurrence lui fournirait des dépositions plus sincères et plus détaillées, exactement comme il l'avait fait avec l'état-major après la catastrophe du front en 1941. Il s'agit toutefois exclusivement d'une histoire alternative. Très probablement, si Hitler était tombé en captivité américaine, son destin aurait été tout autre. Les Américains auraient rapidement compris qu'il constituait une source inestimable d'informations politiques et de renseignements. Après sa capture, ou sa reddition volontaire, il aurait très vraisemblablement été transféré à Fort Hunt, en Virginie, un centre secret où, en réalité, plus de 3000 nazis de haut rang furent interrogés. Staline aurait sans aucun doute exigé l'extradition de Hitler vers l'Europe afin qu'il comparaisse devant un tribunal avec la participation de juges soviétiques. Les autorités américaines auraient cependant, avec une forte probabilité, refusé de satisfaire cette exigence. Et c'est ici que commence le véritable domaine de la spéculation. Nous supposions auparavant que Hitler aurait été jugé à Nuremberg, mais certains chercheurs estiment que le procès aurait pu être organisé directement aux États-Unis. Hitler serait alors devenu le prisonnier le plus important de toute l'histoire des États-Unis, ce qui aurait pu inciter les Américains à créer un tribunal national distinct. Au cours d'un tel procès, Hitler aurait pu commencer à révéler des faits extrêmement gênants pour Staline. Rappeler le pacte Molotov-Ribbentrop, l'invasion conjointe de la Pologne par l'Allemagne et l'URSS en 1939, ou encore les livraisons soviétiques de matières premières à la Wehrmacht jusqu'en 1941. Mais lui aurait-on réellement permis de s'exprimer librement? Ou aurait-on empêché ses prises de parole publiques? Ou bien, hypothèse également envisagée, Hitler, capturé vivant, ne serait-il jamais parvenu dans la salle d'audience et aurait-il partagé le sort de Mussolini?